Merci beaucoup, Laurence, pour cet éclairage passionnant sur la puissance américaine. Et on a une première question, vous devez la voir également, de Théos. I would like to ask a general question about some historical perspective on how to balance the character aspects of a president with the quality of the politics, the actions. Question difficile, hein, pour commencer. Est-ce que vous souhaitez que je prenne les questions une par une? Oui. Par exemple, oui. D'accord. Attendez, juste avant de répondre, je vois que oui, c'est Frédéric Pierucci qui a passé quelques années en prison pour le compte donc d'Alstom, je crois. Voilà. Alors, I would like to ask je relis la question, excusez-moi, hein, pour bien répondre. General question about how some of oui, bah, how to balance character and actions. C'est une question que les historiens se posent, enfin même les commentateurs politiques se posent en permanence, c'est-à-dire est-ce qu'on peut différencier la personnalité, les défauts ou les qualités d'une personne des politiques qu'il mène. Il y a des gens très gentils qui mènent des politiques terribles et vice-versa. Nixon était sur la fin de son mandat, lorsqu'il était pris à la gorge dans le scandale du Watergate, était non seulement dépressif et alcoolique, mais un personnage très désagréable. Ceci dit, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus, sur les personnages américains. Il est vrai que dans la culture américaine, il y a cette image de l'homme décent qui fait de la politique de manière vertueuse, qui est assez important. Biden essaye de coller à ça, c'est évident. Et en même temps... Maybe to help a little bit, sorry, I'm intervening. To begin with, should there be part of the debate the character of a president, or whether the president is alcoholic or who knows, right? Whether the president is smoking cigars like Churchill was, or should the focus be? And that's a question I'm struggling with, because a lot of the debate we saw in this election was character, which we all believe is important, but assuming that the candidates are legitimate, how much of that should be character versus just focus on the politics? Vous avez raison, parce que j'allais dire ça avant. Je pense que justement, en France, on a souvent eu justement cette démarche de dire que le caractère d'un président ne devait pas, d'une présidente, enfin d'un personnage public élu, ne devait pas normalement ne devait pas être pris en compte. Rappelez-vous, et je prends l'exemple phare qu'on avait, c'était Mitterrand, où à l'époque il n'y avait pas de réseaux sociaux, la presse était très respectueuse et discrète, et quand est sorti le fait que non seulement il avait eu un cancer de la prostate diagnostiqué 3 mois après son élection et qu'il a gardé secret pendant les 14 ans de ses 2 mandats, d'une part, rappelez-vous, et d'autre part, évidemment, son affaire, l'affaire de sa relation avec Anne Pinjot et de sa fille, Mazarine, beaucoup de gens en France disaient que ça n'avait pas à être pris en compte et qu'au contraire, nous, en France, on allait mettre notre honneur à ne pas prendre en compte les travers personnels de nos élus. Je pense que ça se défend d'un point de vue moral. Il est vrai qu'aux États-Unis, on a tendance à être plus protestant, c'est-à-dire dire que la personne doit être parfaite également dans sa vie privée, et que quelqu'un qui n'est pas parfait, qui en tout cas commet des fautes grossières dans sa vie privée, dans son caractère privé, n'est pas digne d'être une personne publique. En tout cas, les gens doivent le savoir. Donc là, il y a une différence culturelle entre nos deux pays. Merci, Laurence. Il y a une autre question sur les élections et voir si les démocrates ne contrôlent pas le Sénat en janvier. Est-ce que les républicains laisseront Biden gouverner? Oui. Alors ça, c'est une bonne question. Et effectivement, le 5 janvier,
il y a 2 élections pour les 2 sénateurs de Géorgie. Si vous voulez que je rentre dans les détails, parce que c'est assez ennuyeux, mais bon, je pense que vous pouvez supporter ça. Je vais aller vite. Ce qui se passe concrètement, et à la limite, c'est utile parce qu'en fait, on va énormément en parler d'ici au 5 janvier. Et pourquoi est-ce que les 2 sénateurs de Géorgie au Sénat des États-Unis doivent être réélus le 5 janvier? Eh bien, c'est parce que, comme vous savez, c'est un pays fédéral aux États-Unis et chaque État a son propre processus électoral de manière autonome. Il se trouve qu'en Géorgie, pour les élections au Sénat, je ne sais pas si c'est pareil pour les autres élections, mais oublions ce point. Pour les élections au Sénat en Géorgie, il faut que le candidat, pour être élu, il faut que le candidat atteigne 50% des voix lors de l'élection. S'il n'atteint pas 50% des voix, on prend les 2 candidats arrivés en tête et on fait un deuxième tour quelques semaines plus tard. Aparté, c'est comme ça que ça se passe en France. C'est-à-dire qu'il y a des scrutins avec plein de gens et puis on prend les 2 premiers et on fait un deuxième tour entre ces 2 premiers à l'issue du premier tour. Eh bien, en Géorgie, ce qui est rare aux États-Unis, c'est comme ça que ça se passe. Or, donc ça c'est le premier point. Deuxième point, cette année, il y avait une élection de sénateur normale, parce que le sénateur arrivait au terme de ses 6 ans de son mandat, donc il y a une élection normale qui se produit. Et puis, il y en avait une autre qui était une élection spéciale parce que, attendez, je suis en train de sortir la feuille qui va me permettre de vous dire exactement qui est qui, parce que j'ai les noms des 2 candidats. Et ce n'est pas quelque chose que je sais par cœur. Donc, si vous voulez être absolument au fait pour pouvoir briller dans les dîners en ville, je vais vous le dire. Non, ce n'est pas là. Mince. Je vais pas pouvoir vous le trouver, j'ai peur. Bon, tant pis. Donc, une élection de sénateur normale et une élection anticipée pour des raisons du fait que la sénatrice n'avait pas été élue normalement et donc elle doit être élue. Bref, dans ces 2 élections, les 2 candidats arrivés en tête n'ont pas atteint 50% des voix. Dans l'élection anticipée, c'est Karine Lefleur qui n'a eu que 30% des voix, donc on refait un deuxième tour. Et pour l'élection normale, entre guillemets, c'est le démocrate qui est arrivé en tête avec 49,7% des suffrages. Et donc, là aussi, pas 50%, donc on refait un deuxième tour en janvier. Donc maintenant, voilà, vous savez, je n'ai pas les noms des opposants, mais ce n'est pas très grave. Ce que ça veut dire, c'est qu'il va y avoir énormément de tensions autour de ces 2 élections parce que du résultat dépend la majorité du Sénat. Puisque aujourd'hui, dans les résultats tels qu'ils sont depuis le 3 novembre, on a 50 sénateurs républicains et 48 sénateurs démocrates. Et donc, si ces 2 sièges de Géorgie, le 5 janvier, tombent… Ah oui, David Perdue, voilà. Oui, mais David Perdue, excusez-moi, est arrivé 2e dans l'élection normale. C'est le démocrate s'appelle… je suis sûre que vous allez me le dire dans une minute. Bref, donc il est possible, il est possible, il n'est pas probable, mais il est possible que ce soit les 2 démocrates qui gagnent après tout, auquel cas nous aurions un Sénat à 50-50. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Vous le savez parce que vous avez fait du droit constit, c'est le ou la vice-présidente qui vient voter à chaque fois au Sénat, dans ces 50-50, pour départager la Chambre haute. Et donc, il y a une petite chance aujourd'hui que le Sénat puisse avoir une majorité démocrate en janvier 2021, ce qui réglerait une bonne partie des problèmes de Biden, parce qu'il pourrait notamment nommer des ambassadeurs et nommer un certain nombre de responsables, puisque ça se fait à la majorité simple. Mais pour beaucoup de lois, il faut, comme vous le savez, une majorité de 60 sénateurs à cause de cette procédure d'obstruction parlementaire qui s'appelle le filibuster. Donc là aussi, si vous avez vu Mr. Smith au Sénat, vous savez ce que c'est. C'est lorsque
enfin, il y a cette loi procédurale au Sénat qui dit que quand quelqu'un parle, on ne peut pas l'interrompre. Et donc, tant que quelqu'un parle, on ne peut pas passer au vote. Ça s'appelle le filibuster. Pour mettre fin au filibuster, alors, deux choses. Depuis une réforme relativement récente, les sénateurs n'ont plus besoin de parler pour de vrai pendant des heures et des heures. Ils peuvent le faire, mais ils peuvent le faire, il y en a certains qui le font encore, mais il suffit qu'ils menacent de faire un filibuster, sans passer à l'acte véritablement, mais il suffit qu'ils menacent de le faire pour qu'on ne puisse pas passer au vote de la loi. Et pour surmonter donc cette flibuste, il faut un vote de clôture, et ce vote de clôture se fait avec 60% des sénateurs, une majorité qualifiée. Et donc, même si Biden remporte le Sénat, il aura beaucoup de mal à faire passer la plupart de ses lois parce que personne n'a jamais 60 sénateurs au Sénat. Alors, on a dit à de multiples reprises au président Biden que ça allait être un gros problème, et il répond qu'il a été sénateur du Delaware pendant des années, qu'il connaît très très bien le fonctionnement du Sénat, qu'il connaît encore assez bien tous les sénateurs, y compris les républicains. Et donc sa réponse est de dire « Je me fais fort de pouvoir faire des compromis parce que je sais leur parler et je saurais discuter même avec Mitch McConnell, qui est le président des républicains au Sénat. Et donc, il affiche un certain optimisme qu'il me paraît hasardeux de partager, parce que Mitch McConnell, qui est donc une sorte de Dark Vador du Sénat, ne fera pas de cadeau à Joe Biden, ne fera pas de cadeau aux démocrates. Voilà. Je m'arrête. La question subsidiaire était, étant si le Sénat est républicain, comment est-ce que Biden va commencer ou va arriver à réunir les États-Unis ou à faire cette mission d'unité dont il a parlé? Ben, ce sera encore plus dur, mais il sera absolument entravé pour toute mesure législative. Et donc, il faudra qu'il fasse des compromis qui vident de leur sens la plupart de ces réformes, notamment son immense plan, parce que son immense plan, c'est son plan de relance Build Back Better, dont vous avez peut-être entendu parler, et qui vise à relancer à la fois l'économie et les ménages, post-Covid, bien sûr, avec une coloration environnementale très forte. Notamment, il y a un plan de remise en route des infrastructures, le plan que Trump a essayé de lancer sans pouvoir vraiment y arriver, un plan de relance des infrastructures, mais très écolo-friendly. Alors, pareil, Biden essaiera de faire voter quelques républicains du côté démocrate, en leur faisant des cadeaux. Ça va être difficile. Mais, et du coup, il utilise... Pardon, je termine comme ça. Excusez-moi. Il utilisera son pouvoir exécutif, c'est-à-dire qu'il va gouverner par ordre exécutif, par règlement et par... comment on dit en français? Par règlement et... pouvoir exécutif. Décret, mais bravo, merci. Par décret et par règlement. C'est le pouvoir de la collectivité, là. On est Ouais. travaillé ensemble. Il y avait une autre question sur, pendant les 2 mois à venir, le président Trump a-t-il des moyens de nuisance qui pourraient perturber la prise de pouvoir de Biden? Oui, il y en a. Il les a déjà utilisés en retardant la mise en route de la transition. Vous avez vu que cette personne qui s'appelle Emily, je ne sais plus, Blunt, a enfin... non, Murphy, la personne du GSA, a enfin accepté de signer la lettre pour mettre en route la transition. Donc, ça commence à avancer. Donc, pour répondre à votre question, Trump a donc traîné des pieds pour mettre en route la transition. Il a lancé ses recours fantaisistes dans tous les sens. Donc, si ce n'est pas une nuisance, je ne sais pas ce que c'est. Mais bon, pour répondre à l'autre pan que je devine de votre question, oui, il a toujours ses pouvoirs réglementaires. Le président sortant conserve tous ses pouvoirs jusqu'au moment de la passation de pouvoir le 20 janvier. Donc, théoriquement, Trump peut faire absolument tout ce qu'il faisait avant. Alors, il est évident qu'il ne va pas lancer un grand chantier législatif aujourd'hui,
Mais il peut gouverner par décret, il peut gracier tout le monde. Oui, oui. Donc, je ne pense pas qu'il va… Alors, je pense que dans le cas de Trump, la seule chose qui fait qu'il ne va peut-être pas nuire tant que ça à Biden, c'est qu'il est au golf toute la journée. Et qu'il avait… le seul engagement officiel qu'il avait cette semaine, enfin, d'ailleurs, je ne sais pas s'il l'a encore fait, mais enfin, son seul engagement officiel de la semaine, c'est de gracier les 2 dindes qui lui ont été offertes à la veille de Thanksgiving. Donc, c'est assez maigre. D'accord. Une autre question, c'est comment est-ce qu'on comprend le fait que dans l'élection, le nombre de votes pour les démocrates a continué d'augmenter, mais le nombre de sièges au Congrès décroît. Est-ce que ça arrive souvent et est-ce qu'on a plus d'informations sur ce qui s'est vraiment passé et où il y a vraiment eu des échecs? Oui, alors sur cette réponse, on connaît le nombre de voix pour Biden, donc dans l'élection présidentielle, mais je ne crois pas qu'on connaisse déjà le nombre de voix récoltées pour les représentants. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ceci dit, ce qui est évident, c'est qu'il y a une distorsion du vote aux États-Unis. Vous le savez avec le collège électoral, puisque il y a une distorsion entre le résultat du vote national, le nombre de bulletins qu'a eu un candidat à la présidence, et la manière dont ça se traduit en grands électeurs pour donner le véritable président élu. Vous le savez, puisque Hillary Clinton avait eu 3 millions de voix de plus que Trump en 2016 et qu'elle a perdu. La raison en est que ces voix sont réparties dans tous les États et que dans 48 États sur 50, c'est un scrutin, les grands électeurs sont élus par les électeurs de l'État au scrutin majoritaire. C'est-à-dire que dès qu'un candidat dépasse 50%, il rafle tous les grands électeurs de l'État. Et en 2016, ce qui s'est passé, c'est que dans un certain nombre d'États clés, le candidat Trump a gagné l'élection de très très peu, de 50 000, de 10 000, de 20 000 voix. Je pense au Michigan, je pense au Minnesota, etc. Non, pas le Minnesota, pardon, mais en tout cas le Michigan. Et que donc ça a fait basculer l'élection côté Trump, alors même qu'il n'avait pas le nombre suffisant de voix. Donc ça, c'est un premier problème démocratique en ce qui concerne la présidence, qui est lié au scrutin majoritaire dans les États. Mais pour ce qui est de la Chambre, donc Chambre des représentants et Sénat, pour ce qui est du Congrès, là, il y a d'autres facteurs de distorsion. Pour le Sénat, c'est bien évident, c'est le principe du fédéralisme. La représentation rurale est absolument immense au Sénat par rapport à la représentation urbaine, parce que c'est 2 sénateurs par État, quelle que soit la population des États. Donc, vous avez 2 sénateurs pour le Wyoming, qui est l'État le moins peuplé avec 600 000 habitants. Donc, 2 sénateurs, donc un sénateur pour 300 000 habitants. Et vous avez aussi 2 sénateurs pour la Californie, qui est l'État le plus peuplé, 39 millions d'habitants. Donc, un sénateur pour, rapide calcul, 19 millions d'habitants. Donc, c'est très, très inégal, mais en même temps, c'est le principe du fédéralisme, c'est-à-dire que chaque État autour de la table vaut autant. Donc, on peut râler contre cette distorsion au Sénat, qui est très forte, mais on a la même en France, avec notre Sénat. Maintenant, j'en viens à la Chambre des représentants, et là aussi, il y a une distorsion dans le vote qui est liée, à 2 choses. D'une part, les efforts suivis de certains États, et notamment républicains, pour entraver l'exercice du droit de vote pour certaines parties de la population, et notamment les minorités ou les plus pauvres, qui sont souvent les mêmes personnes, parce qu'elles votent plutôt démocrates. Donc il y a, depuis l'annulation d'une loi fédérale de contrôle des processus électoraux, annulation qui est intervenue à la Cour suprême en 2013, c'est Shelby County versus Holder, pour ceux qui sont très pointus, eh bien, le fédéral ne contrôle plus les processus électoraux dans les États, et donc un certain nombre d'États ont supprimé des bureaux de vote parce qu'il n'y avait pas de rampe d'accès pour les handicapés,
Donc voilà, donc les gens doivent aller plus loin pour voter, c'est plus compliqué, ils n'ont pas de voiture, etc. D'autres États se sont mis à exiger une pièce d'identité avec photo pour voter. Et ça, tout le monde n'a pas de passeport, il n'y a pas de pièce d'identité, il n'y a pas de carte d'identité. La pièce d'identité avec photo, c'est le permis de conduire. Devinez qui n'a pas de permis de conduire dans l'Alabama. Bon, voilà, donc tout ça, c'est des espèces de pratiques très problématiques. Et l'autre problème dans la représentation à la Chambre des représentants, c'est ce qu'on appelle le gerrymandering, c'est-à-dire le bidouillage des circonscriptions électorales. Donc le fait que les commissions qui sont nommées tous les 10 ans pour redessiner les circonscriptions, les dessinent de manière à avantager un parti. Voilà. Et donc, tous ces problèmes-là ne sont pas réglés et je ne vois pas très bien comment ils pourraient l'être. Over. Merci. Et quelle est votre interprétation de l'impact de Black Lives Matter sur cette élection? Est-ce que vous pensez que ça a eu un impact important ou pas? Alors ça, c'est un sujet très important. Je vous ai parlé au tout début du projet 1619. Je vous en ai parlé ou pas? Bon, j'ai oublié. Oui, alors si vous voulez, il y a plein de choses qui se bousculent dans cette histoire de Black Lives Matter. Il y a la colère absolument légitime des minorités qui sont face à des pratiques policières extrêmement dures et extrêmement violentes, n'ayons pas peur des mots, qui n'ont rien à voir avec les pratiques policières françaises, par exemple. En fait, quand on se penche sur la question des violences policières aux États-Unis, on voit que l'une des raisons, c'est que comment dirais-je, les processus d'intervention des forces de police américaines sont pas du tout les mêmes qu'en France. C'est-à-dire, et c'est sans doute lié au fait que la population américaine soit très armée. Et du coup, dans les process d'intervention, un policier qui se sent légitimement menacé a le droit de faire feu. Voilà. Et ça, c'est pas comme ça en Europe. Et donc voilà. Donc bref, violence policière très forte, colère légitime des gens. Alors il y a ce premier truc-là. Un deuxième élément à prendre en compte, c'est tout le débat des intellectuels cette fois-ci sur la place des Noirs dans le pays, sur la mémoire de l'esclavage. Et donc c'est là que je vous place le projet 1619. Mais c'est quelque chose qui est plutôt dans les campus, si vous voulez. C'est pas des mouvements de manifs dans la rue, par exemple. Hein. Et donc, tout ça, c'est retrouvé cet été pour faire ces manifs qui, qui de manière très contrastée avec les manifs des années 60, étaient des manifestations très multicolores. C'est-à-dire qu'il y avait autant, je ne sais pas, mais il y avait énormément de blancs et de noirs dans ces manifestations, et ça, c'était nouveau. Et ça, c'était pas mal. Mais, et alors je termine là-dessus, et c'est quelque chose qui est difficile à dire aux États-Unis, il faut sans doute dire que l'une des raisons pour lesquelles le vote des minorités n'a pas été aussi écrasant en faveur de Biden que ce qu'on pouvait espérer, que ce que, en tout cas, les instituts de sondage démocrates annonçaient avant l'élection. Hein, on annonçait, j'ai tous le vote des Afro-Américains, par exemple, c'était 87% pour Biden versus 12% pour Trump. Ben, ce n'était pas aussi bien que sous Obama, par exemple, qui a fait 94% en 2008 auprès des Afro-Américains. Et donc, cette baisse relative de Biden, alors même qu'il est très, très populaire auprès des Afro-Américains, on peut l'attribuer aux destructions de biens qui ont pu avoir lieu en marge de certaines manifestations Black Lives Matter de l'été dernier. C'est-à-dire qu'on peut comprendre qu'un certain nombre de petits commerçants ou de petits artisans dans les quartiers afro-américains aient été effrayés parce que leur magasin a été brûlé ou leur voiture, leur camionnette, que sais-je, et se sont détournés d'un vote démocrate. Il y a quelque chose là-dessus qu'il faudra mesurer. D'accord.
Alors si maintenant on se tourne plus vers l'économie, donc Trump a quand même, enfin, ou prétend avoir beaucoup remonté l'économie, en tout cas la bourse a énormément monté sous son mandat. Que peut-on attendre du programme de Biden sur ce point, compte tenu de l'impact économique de l'épidémie de coronavirus? Alors là, sur tout ce qui est économique, il va falloir qu'on s'habitue, hein. Biden va vouloir a prévu cet immense plan de relance dont je vous ai parlé tout à l'heure, Build Back Better, pour lequel on évoque des budgets. Alors le budget total, ce serait 7 000 milliards de dollars, mais il n'aura jamais un tel budget. Mais s'il arrive à 2 ou 3 000 milliards de dollars pour ce plan, ce sera déjà très bien. Ce plan vient à la suite des plans de relance du printemps adoptés pour faire face à l'épidémie de Covid. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a ce plan de relance économique extrêmement écolo qui se prépare. Est-ce que Biden pourra l'engager avec le congrès qu'il aura? Ça reste la grande question. Mais si vous voulez, il y a la relance Covid et la relance verte qui se conjuguent dans Build Back Better. Voilà. Et du point de vue de la politique étrangère des États-Unis, relations avec Russie, le Moyen-Orient, l'Iran, comment vous pensez que cette stratégie géopolitique américaine va évoluer? Et puis également, il y a cette question de la Chine, Taïwan, Hong Kong. Comment vous voyez ces forces évoluer sous Biden? Question très large. Je vous ai un peu perdu là, hein, sur votre dernière question. Non, c'était parlant de la Mais bon, Russie. je vais répondre sur la Russie, je l'ai dit, une hostilité plus forte. Le Moyen-Orient, alors là, pour le coup, il va y avoir un tournant important par rapport à ce qu'a fait Trump. Si vous avez d'autres questions, mettez-les sur le chat pour que, quand Laurence se reconnaîtra, on puisse lui poser. Ah voilà, là, je vous ai récupéré. Je ne sais pas si vous m'avez récupéré, mais moi, je vous ai récupéré. Et on vous entend. OK. Alors, je ne sais pas où j'en étais sur le Moyen-Orient. Vous aussi? Alors, sur le Moyen-Orient, Christophe, est-ce que vous pouvez me faire un signe avec la main si vous m'entendez? On vous entend. Ah, super. Bon, alors j'y vais. OK. Donc, je disais que sur le Moyen-Orient, pour le coup, il y avait un virage quasiment à 180 degrés avec ce qu'a... Enfin, OK, je vais préciser ça. Un virage important par rapport à ce qu'a fait Trump, parce que l'administration Biden l'a annoncé, elle va tâcher de renouer le dialogue avec l'Iran et si possible, ça me paraît difficile, mais si possible, ressusciter l'accord sur le nucléaire iranien, le JCPOA, un accord très important qui a été conclu en 2015 et dénoncé par Trump en 2018. Cet accord, il avait pour objectif de normaliser les relations de l'Iran, non seulement avec les États-Unis, mais avec les autres pays de la région, pour rétablir un équilibre des puissances au Moyen-Orient, Iran, Israël, Arabie saoudite. Alors, ce qui s'est passé sous Trump, c'est que l'allié israélien et l'allié saoudien ont évidemment savonné le truc et obtenu un départ par Trump du JCPOA avec les derniers développements, parce qu'il y a des développements actuels. Enfin, il y avait déjà eu comme politique pro-israélienne le déplacement de l'ambassade à Jérusalem, qui était un énorme prix pour Netanyahou. Il y a eu ces derniers jours l'établissement de liens diplomatiques entre Israël et Bahreïn, et puis les Émirats arabes unis. Et puis là, hier ou aujourd'hui, le voyage de Pompeo et de Netanyahou, si j'ai bien compris, en Arabie saoudite. Et donc là, il y a quand même un combat, une sorte de combat de dernière minute des alliés anti-iraniens que sont Israël et l'Arabie saoudite pour obtenir le plus possible de l'administration Trump avant qu'elle parte.
Et d'ailleurs, vous me demandiez tout à l'heure si Trump avait les moyens de faire encore des choses avant le mois de janvier. Ben, en voilà un. Il est certainement en ce moment assailli de coups de fil sur son terrain de golf venus des équipes de Netanyahou et des équipes de MBS, lui demandant de vendre du matériel, de prendre des engagements, etc. Rappelez-vous, la semaine dernière, on a appris que le président Trump avait demandé à ses conseillers militaires quelles étaient les options pour une frappe de l'Iran. Vous avez vu ça dans le New York Times, on en a parlé. Les conseillers étaient un peu saisis et ils ont poliment refusé en disant que ce n'était pas possible, etc. Mais ça, c'est typiquement une demande des alliés régionaux pour frapper un dernier coup avant l'arrivée de Biden. Alors Biden, qui sera très poli avec les Saoudiens et les Israéliens, il a d'ailleurs dit qu'il ne remettra pas l'ambassade à Tel Aviv. À mon avis, ce sera impossible pour n'importe quel président américain. Mais c'est évident qu'il sera beaucoup plus égalitaire dans ses relations avec les acteurs régionaux. Donc voilà, un point historique là-dessus. Je me souviens qu'en 2008, lorsqu'on était dans la transition entre Bush fils et Obama, Israël avait demandé, pendant la période de transition, donc exactement maintenant, avait demandé à ce que les États-Unis leur vendent des F-35 et leur passent des informations, des liens avec des liens directs avec comment on dit, des liens directs avec les satellites, etc. Avant que Obama n'arrive. Ben là, c'est pareil. Il y a la même le même effort concerté des Saoudiens et des Israéliens. Et la relation autour de Taïwan et de Hong Kong avec la Chine, comment voyez-vous ces développements? Alors là, Biden, qui veut redonner à l'Amérique son rôle de modèle démocratique, va être très embêté parce qu'ils ne peuvent pas décemment laisser la Chine faire. Alors, je pense qu'ils vont essayer, en tout cas pour Hong Kong, de faire un front commun avec les Britanniques. Et puis, sinon, il faudra qu'ils auront un peu le dos au mur. Hein. En tout cas, ils ne pourront pas laisser faire. Voilà. D'accord. Donc, intervention ou ne peuvent pas laisser faire la Chine progresse chaque jour autour des paracels, se rapproche de Taïwan. On est dans un combat de grande puissance. D'accord. Oups. Non, et ma réponse n'est pas claire parce qu'il n'y a pas de bonne solution, en fait. Hein. Il faudrait un sinologue pour vous répondre parce que moi, je pense que les États-Unis seront extraordinairement ennuyés parce qu'il ne faudra pas lâcher, il ne faudra pas... et en même temps, la Chine ne voudra pas perdre la face, donc la situation pourrait potentiellement être très, très dangereuse. Alors, j'ai d'autres questions sur plus donc, les internes aux États-Unis. L'un, c'est bien évidemment, peut-on envisager un changement de constitution qui serait plus proche du vote populaire? Est-ce que les États-Unis considéreraient un jour changer un peu leur constitution pour suivre un modèle peut-être plus simple? Alors, le changement de constitution, c'est absolument impossible. Le changement de constitution, comme nous, on passe de la 4e à la 5e, etc., c'est absolument impensable, je pense, aux États-Unis, pour la bonne et simple raison que la constitution est considérée, enfin, historiquement, elle est la pierre fondatrice de la République américaine. Si vous voulez, elle tient la place aux États-Unis du baptême de Clovis pour nous. Vous voyez, parce que c'est vraiment historiquement le moment où le pays a commencé à exister. Alors, vous me direz, il y avait les articles de la Confédération avant, entre 1776 et 1787, ok, mais on va dire que la Constitution, elle est vraiment le moment où on signe et on est dans les États-Unis. Et d'ailleurs,
c'est marrant parce que la Constitution, le document original, signé par les pères fondateurs, elle est à la Bibliothèque du Congrès à Washington, vous pouvez aller la voir, et elle est dans une sorte de reliquaire. Comme ça, il y a une sorte de dôme au-dessus, et puis en bas, il y a une sorte de petite table en marbre avec les pages de la Constitution qui sont étalées sous une plaque de verre. Enfin, il y a un côté très solennel et presque religieux de ce document. Enfin, très bien, hein, très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que le changement de constitution n'est pas envisageable. Bon, en revanche, on peut imaginer des amendements. C'est ça ce qu'il faut penser. Mais même là, les amendements sont très compliqués à faire passer, puisqu'il faut d'abord qu'on les vote. Dans un congrès aussi polarisé, n'importe quel amendement sur quoi que ce soit me paraît difficile à être adopté. Et ensuite, il faut le passage de la validation des États. Et dans l'histoire des États-Unis, vous savez qu'il y a une quantité non négligeable d'amendements qui ont été votés par le Congrès et qui ensuite devaient être ratifiés par un certain nombre d'États dans un certain laps de temps, et ça n'a pas été fait. Et donc, l'amendement passe à la trappe. Je pense par exemple à l'ERA, l'Equal Rights Amendment. C'est cet amendement qui prévoyait d'inscrire donc dans les amendements à la Constitution l'égalité absolue entre les hommes et les femmes. Eh bien, il n'y a pas eu suffisamment d'États pour le ratifier, et donc il est tombé aux oubliettes. Et donc, difficile d'imaginer des amendements. Mais il y a encore d'autres solutions. Par exemple, je vous en donne deux rapidement. Pour que le Sénat soit plus égalitaire entre des États, je vous parlais de cette surreprésentation des États ruraux, donc républicains, il y a une solution qui est possible et relativement facile par rapport à un amendement. C'est tout simplement le fait d'ajouter des États aux États-Unis. Et ce n'est pas de la blague. Il y a un certain nombre d'États qui pourraient, par un simple vote au Congrès, donc pas d'amendement, devenir des États. Enfin, un certain nombre de territoires, des territoires américains qui aujourd'hui n'ont pas le statut d'État, qui pourraient acquérir le statut d'État par un simple vote au Congrès et qui du coup deviendraient des États avec 2 sénateurs. Je vous cite. Et comme ces territoires sont plutôt démocrates, ça ajouterait des sénateurs démocrates. Je vous cite, eh bien, tout simplement le district de Columbia, qui n'est pas un État, qui pourrait devenir un État, Porto Rico, les îles Samoa, l'île de Guam et les îles Vierges. Tous ces territoires sont américains et on ne voit pas pourquoi ils ne viendraient pas des États avec leurs 2 sénateurs. Donc ça, c'est une première possibilité. En ce qui concerne le vote, l'élection du président de la République, il y a là aussi un projet de réforme qui se balade depuis 2003-2005, enfin depuis plus de 10 ans, plus de 15 ans. C'est ce qu'on appelle le Interstate Compact. Et ça, c'est l'idée de demander aux États de s'engager à... Alors, suivez-moi, hein, parce qu'il est quelle heure? Il est 20h23, c'est un peu compliqué. Alors, accrochez-vous. Cet Interstate Compact, c'est l'idée de demander aux États de s'engager lors des élections présidentielles à demander à leurs grands électeurs, donc chaque État a des grands électeurs en fonction de sa population, etc., bon, demander à ces grands électeurs de voter pour le candidat qui a reçu le plus de voix au niveau du pays. Et il suffit que la moitié des grands électeurs du pays s'engagent à le faire pour qu'ils élisent automatiquement le véritable vainqueur du scrutin. Vous voyez, il y a 535 grands électeurs dans tout le pays, c'est-à-dire le même nombre que les représentants et les sénateurs, plus 3 pour le district de Columbia. Ok, 538 grands électeurs dans le pays. Il suffit qu'il y en ait 271, à peu près, je n'arrive plus à diviser par 2, mais vous me comprenez. Il suffit qu'il y ait 270 électeurs, grands électeurs,
qui s'engage à voter quoi qu'il arrive pour le type qui a gagné le plus de voix dans le pays pour que la démocratie soit rétablie. Eh bien, il y a déjà une vingtaine d'États qui ont signé ce Interstate Compact. Alors, ça ne fait pas 270, donc ça ne marche pas encore, mais il suffirait que petit à petit, d'autres États votent le Interstate Compact pour que ça marche. J'espère que vous n'êtes pas tous… On a suivi là, mais c'est Okay, merci. on n'a jamais entendu parler de ça. Et pour revenir sur les grands électeurs, il y a deux questions là sur le fait, est-ce qu'il pourrait y avoir un coup un peu foireux le 14 décembre? Et si le collège électoral ne parvient pas à élire un président, à ce moment-là, d'après ce qu'on comprend, celui-ci serait élu par la Chambre des représentants. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque, une possibilité que quelque chose d'un peu bizarre? Constitutionnellement, c'est possible. Enfin, je veux dire, c'est prévu que si le collège n'arrive pas à se départager, c'est la Chambre des représentants qui élit. Mais la Chambre des représentants a une majorité démocrate, donc c'est bon, en l'espèce. Mais sinon, oui, on pourrait imaginer, parce que on pourrait imaginer, enfin, les grands élèves… Non, attendez, je me reprends parce que c'est compliqué. Il y a un certain nombre de grands électeurs par État. Quand un parti a gagné dans un État, les grands électeurs désignés sont tous de ce parti. Donc, je ne vois pas comment ils vont trahir leur camp pour élire un autre type le 14 décembre. Parce que les grands électeurs, les 538 grands électeurs, se réunissent donc virtuellement cette année, le 14 décembre, pour élire véritablement le président. Et ils viennent, enfin, les grands électeurs, leur chiffre par État correspond au nombre de représentants plus les 2 sénateurs. Mais ce ne sont pas les représentants et les sénateurs, ce sont des personnes qui sont choisies par les 2 partis. Et donc, les 2 partis préparent une liste chacun avec suffisamment de grands électeurs. Par exemple, la Californie qui a 55 grands électeurs, le Parti démocrate californien prépare 55 grands électeurs, désigne 55 grands électeurs, et le Parti républicain en fait autant. Et donc, je ne vois pas comment aucun des grands électeurs californiens, pour prendre cet exemple, démocrates, se mettrait tout à coup le 14 décembre à voter Trump. Mais rien ne les en empêcherait en réalité. Enfin, sauf leur conscience, et l'accord qu'ils ont pu signer chez eux. Mais enfin, le jour venu, ils pourraient trahir. Mais ça me paraît impossible. D'accord. Est-ce que Donald Trump peut faire des recours jusqu'à la Cour suprême ou est-ce que finalement cette affaire est pliée pour vous? Là, je pense que ça commence à être plié parce que, oui, il peut faire des recours qui pourraient aller jusqu'à la Cour suprême, mais encore faut-il que ces recours soient recevables. Or, ce qu'on a vu à chaque fois depuis 15 jours, c'est que les recours n'étaient même pas recevables par les cours dans les États, parce qu'en fait, les recours commençaient par le système judiciaire dans les États, puis seraient montés comme ça jusqu'à la Cour suprême. Mais au premier échelon, déjà, ces recours n'étaient pas recevables parce qu'il n'y avait pas de preuve de fraude, ou ça portait sur trop peu de voix par rapport à la victoire de Biden. Enfin, rien n'a été reçu. D'accord. Écoutez, j'ai essayé de retranscrire un peu toutes les questions qui ont été posées, mais il est possible que j'en ai oublié ou que je me sois trompé. Donc, si quelqu'un veut intervenir ou veut poser une autre question, allez-y. Si vous voulez, moi j'ai une autre proposition. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser sur Twitter où j'y répondrai. Vous voulez poster, Laurence, vous voulez mettre votre Twitter Je peux, mais enfin c'est très simple, c'est @LaurenceNardon. Donc vous risquez pas de vous tromper. Quel est l'équilibre de la Cour suprême? L'équilibre de la Cour suprême est maintenant nettement en faveur des conservateurs, puisqu'il y a eu 3 juges nommés par Trump, un record, 3 juges très conservateurs, plus 3 qu'il y avait avant, et il n'y en a plus que 3
plutôt progressistes de l'autre côté. Attendez que je ne dise pas de bêtises. 6 et 6, 12. Oui, c'est ça. 9. Pardon. D'accord. Il y avait une autre question que j'avais oublié de poser, excusez-moi. C'est sur les GAFAM. Ah oui. Est-ce que les pressions antitrust sur les GAFAM pourraient influencer, pourraient s'accentuer sous Biden? Et enfin, Trump était déjà assez opposé, mais est-ce qu'il pourrait y avoir pratiquement un démantèlement d'un Amazon ou un peu à la AT&T ou voilà, comment est-ce que vous voyez tout ça? Alors, oui, alors ça c'est intéressant parce qu'en fait, pendant la campagne, Biden n'a pas dit grand-chose. Et puis là, ces derniers temps, au contraire, il s'était exprimé là-dessus, enfin pas lui directement, mais en disant qu'il allait, lui aussi, parce que Trump était assez hostile à Facebook, par exemple. Hein. Trump était hostile suivant le positionnement des réseaux. Attendez que je ne dise pas de bêtises. Non, Trump était plutôt hostile à Twitter en réalité. Bon, bref. Et puis, on a vu sortir en fin de campagne des engagements de l'équipe Biden à continuer à réclamer plus de responsabilités démocratiques de la part des réseaux vis-à-vis des contenus, s'engager à être plus ferme également sur les questions de respect de la vie privée, plus ferme sur les questions de monopole. Donc, on va voir ce qui se passe. Ce que je peux vous dire, c'est que Mark Zuckerberg prend cette menace très au sérieux parce qu'il a lancé ce qu'il appelle une offensive de charme vis-à-vis des équipes Biden ces derniers jours pour essayer de tuer dans l'œuf toute velléité de le contrôler. Donc, Bon, ils ne céderont pas mais sans un... bonsoir Laurence, bonsoir à tous. J'ai lu dans la presse aujourd'hui spécialisée à l'international, presse allemande et anglo-saxonne, dans quelques journaux, que justement se posait le problème de cette articulation asymétrique entre les revenus dégagés par les GAFA qui travaillaient sur la problématique des réseaux sociaux comme vecteurs d'information, mais qui se seraient retournés, d'ailleurs critiqués par les deux équipes de campagne, républicaines et démocrates, sur le fait que les fameux fake news ont généré et ont contribué de manière massive finalement à cette dislocation fédérale, cette dislocation sociologique qu'on voit apparaître aux États-Unis. Et je crois qu'à l'heure où on parle, plusieurs discussions intenses se font au niveau des états-majors de Facebook notamment parce que ils savaient par les algorithmes que la distribution et l'entretien de ces fake news provoquait une explosion de la consultation des réseaux et donc des gains publicitaires à ses propres réseaux. Donc c'est une machine asymétrique qui se met en place avec de vraies contraintes. Que pensez-vous de cela et notamment de cet impact finalement qui se retourne et qui creuse cette rupture sociétale importante aux États-Unis? Les événements en ont été la preuve en amont. Oui, bah là c'est une question qui mérite beaucoup plus. Oui, c'est une question extrêmement importante. En fait, ça fait depuis 2016, avec, vous savez, le scandale de Cambridge Analytica et le fait qu'on ait découvert que les données Facebook avaient été siphonnées pour faire de la communication politique très fine, etc., influencer l'électorat. Je pense que ça fait depuis 2016 que le temps de l'innocence et le temps de l'irresponsabilité éditoriale des réseaux sociaux, des plateformes de réseaux sociaux est terminé. Et d'ailleurs, aussi bien Zuckerberg que les dirigeants de Twitter ont été auditionnés beaucoup de fois par le Congrès, où on leur dit que maintenant, ce n'est pas possible, qu'ils doivent prendre leurs responsabilités parce que c'est trop grave. Et je pense qu'ils vont devoir le faire, mais comme je vous le disais, là, avec cette offensive de charme de Facebook, il ne faut pas penser qu'ils le feront de bonne volonté, peut-être même pas de bonne foi. Donc là, il y a quelque chose de très fort que doit faire l'administration Biden, et peut-être en coopération cette fois-ci avec les Européens. Vous pensez que c'est une incidence sur vous pensez que c'est une incidence sur cette espèce de mode qui est arrivé un peu en intensité des derniers moments, des derniers mois, du vote par correspondance, de finalement transformer un peu, de contourner ces réseaux sociaux en donnant la possibilité aux gens de s'exprimer par ce fameux vote par correspondance qui finalement est quelque chose qui a entraîné une volumétrie un peu incroyable dans la participation. On sait qu'aujourd'hui, ça a eu un effet même extraordinaire qui n'avait jamais eu sur la volumétrie de participation dans les États.
Oui, il y a une participation énorme, mais je pense qu'elle est due d'abord à l'extrême polarisation, l'exacerbation du débat public. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même quelque chose qui est pas mal dans ce cycle électoral, c'est que Trump était tellement excessif et l'enjeu, que ce soit pour ses supporters ou ceux de Biden, était jugé comme tellement important que ça a déclenché une énorme mobilisation électorale. Mais le fait qu'elle soit passée par le vote par correspondance et le vote à l'avance, parce qu'en fait, il y a eu les deux. Hein. Il y a eu le vote dans les bureaux de vote à l'avance, avant le 3 novembre, le vote par correspondance, donc par la poste, et puis le vote le jour même. Je ne vois pas pourquoi vous faites un lien avec les fake news. C'était juste le débat public. Non, non, voilà. En fait, c'était comment, en fait, on parle, c'était comment on s'est déplacé alors que on avait depuis les élections d'Obama, on avait cette montée en puissance des réseaux sociaux. Comment aujourd'hui, finalement, on est arrivé à ce paroxysme et que ça s'est retourné finalement pour arriver sur ces votes par correspondance, cette volumétrie. On a aussi un militantisme. Donc, en fait, on a un modèle qui se… J'ai le sentiment, c'est ce que je voulais, pour ça que je voulais vous solliciter sur ce sujet, on a le sentiment que le modèle est complètement en train de bouger, alors qu'il n'était pas évident au début des élections d'Obama, parce que les réseaux sociaux étaient devenus l'enjeu majeur de la capacité de chaque candidat à pouvoir gagner. Parce que on arrive à la fin d'un cycle où les réseaux sociaux pouvaient nuire en toute impunité. Bon, enfin pas les réseaux sociaux personnels. Bon, c'est pas des personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. On arrive on entre, et ça va pas être facile, dans une période où maintenant tout le monde a compris. Tout le monde a compris. Et les puissances publiques vont, espérons-le, essayer de faire plier les réseaux sociaux pour qu'ils se gendarment. Mais alors comment? Parce que est-ce que c'est à eux de dire eux-mêmes ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire, alors qu'ils n'ont pas été élus? Enfin, il y a plein de complications derrière. Hein. Ce que je lisais enfin, toujours dans cette presse, là, dans ces dernières heures, c'est que beaucoup de futurs candidats aux futures élections préparent leur propre network, leur propre chaîne de télévision privée, donc pour relancer une dynamique propre et personnelle de communication et éviter les réseaux sociaux, parce qu'ils en ont conclu que ça avait quand même beaucoup nuit à leur base électorale. Donc, on va peut-être retrouver les grands networks des années 70, 80, 90. Voilà, donc c'est les Time Warner et autres qui avaient fait beaucoup jaser à l'époque. Oui, il ne faut pas croire que la messe est dite. Hein. Je pense qu'il va y avoir encore plein de transformations. Voilà. Merci beaucoup. Merci de ces éclairages. Super, merci beaucoup Arnaud. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Laurence? Sachant qu'on veut quand même la libérer à un moment ou à un autre. Oui. Damien, en tout cas, merci Laurence de nous avoir éclairé sur pas mal de sujets, sachant que, je répète un petit peu, quand on a voulu fixer la date de cette intervention, on était tous à se poser la question de savoir si on allait faire ça vers le 10 novembre ou carrément le 5 janvier. Donc, en tout cas, merci pour votre temps précieux. Et je pense qu'il serait peut-être intéressant de créer une autre session sur l'avenir de la Chine ou de la Russie, parce que je pense que dans l'année à venir, il va y avoir des sujets intéressants sur le sujet. Donc, en tout cas, merci pour ce cours de géopolitique qui m'a beaucoup manqué quand je suis parti à MIT, alors que j'avais adoré les cours de Philippe Moreau-Desfarges quand j'étais à Sciences Po. Quoi. Donc, enfin, voilà. Ah oui, moi aussi. Merci en tout cas. Super. Merci beaucoup Laurence, au nom de tout le monde, enfin au nom de tous les alumni du MIT. Jean-Marc, tu veux dire quelque chose? Oui, merci beaucoup, c'était vraiment passionnant et j'aurais plaisir à regarder le replay qu'on a fait, puisque je crois qu'on n'a pas tout absorbé, qu'il y avait quand même énormément de choses, mais c'était parfait. Hein. Vraiment, merci beaucoup Laurence. Bon, merci à tous et à une prochaine fois. Bonne soirée. Peut-être si on fait la Chine ou la Russie, ça peut être intéressant de participer. Pas forcément pour nous éclairer, hein, mais pour avoir la vision côté américain en parallèle à la Chine tout à fait. Et à d'autres pays. Encore un grand merci encore. Oui. Et puis merci à tout le monde. On était très nombreux là. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.